bonjour et bienvenue à l'ANPI. Donc je suis Nadjati Swadiki. J'ai vécu et étudié en France avant de rentrer aux Comores pour intégrer cette agence, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Et j'ai été nommée en tant que directrice générale de cette agence il y a maintenant quelques mois. Alors la mission de l'ANPI est triple. La mission principale et la première mission de l'ANPI, c'est de contribuer et d'œuvrer à l'attractivité du pays pour les investisseurs, donc de faire en sorte que les Comores soient connus des investisseurs en tant que terre d'investissement. La deuxième mission, c'est d'offrir à ces investisseurs des services et des services de qualité. Et enfin, la troisième mission, c'est de contribuer à l'amélioration du climat des affaires aux Comores. On les accompagne de plusieurs manières. On leur propose des services d'orientation, d'information et de conseil. Notre objectif est d'être la porte d'entrée pour ces investisseurs, que nous soyons l'interlocuteur privilégié. Nous les accompagnons également par les formalités de création d'entreprise que nous réalisons pour eux et avec eux. Nous les accompagnons également en leur offrant un certain nombre d'avantages, qui sont les avantages du Code des investissements, donc qui consistent essentiellement en des avantages de nature fiscale et douanière que nous leur accordons pour qu'ils puissent développer leurs activités. D'abord dire que ce n'est pas impossible de réformer la création d'entreprise, parce qu'il faut savoir d'où nous venons. Avant 2011, ici aux Comores, la création d'entreprise était un véritable parcours du combattant. Il fallait plus d'un mois au minimum pour créer une entreprise, il fallait passer par 24 étapes. Les coûts étaient exorbitants. En 2012, donc en 2011, on a commencé à réformer le climat des affaires ici avec l'ANPI. En 2012, précisément, on a adopté un arrêté sur la création d'entreprise qui a permis de faire passer cette procédure de plus d'un mois à 3 jours pour créer une entreprise. Les coûts ont été considérablement réduits puisqu'on est passé à un montant forfaitaire donc qui permet aux sociétés et aux porteurs de projets d'entreprise de créer des entreprises à moindre coût. Il y a également eu des mesures par la suite pour réduire le capital social minimum pour créer une entreprise. Et donc il y a toute une série de mesures qui ont été prises et qui montrent qu'il est possible de réformer la création d'entreprise. Ce qu'il faut savoir ensuite, et je m'adresse à toutes les personnes qui voudraient créer des entreprises, c'est que quand on parle de délai de création, on commence à comptabiliser le délai à partir du moment où le dossier complet a été déposé à notre guichet. Avant ça, on ne comptabilise pas. Donc si le porteur de projet a mis 1 mois pour réunir l'ensemble des documents, on ne considère pas qu'il a mis 1 mois pour créer une entreprise. On commence à compter à partir du moment où le dossier est constitué et où l'on a accusé réception du dossier ici au guichet de l'agence. Et le texte qui est en vigueur actuellement, qui a été adopté en 2019, prévoit 120 heures pour créer une entreprise, ce qui fait 5 jours. Qui est un délai maximum qu'on essaye tant bien que mal de respecter, et dont on fait des efforts pour que ce délai puisse être respecté, et on a bon espoir de réduire encore ce délai grâce à la numérisation, grâce à la digitalisation qu'on espère mettre en place prochainement. Déjà, il faut des modèles. Nous sommes convaincus qu'il faut des modèles et il faut que nous soyons en mesure de faire des success stories, de montrer à ces jeunes qu'on peut réussir sa vie en étant un entrepreneur et que la réussite n'est pas simplement d'accéder à des fonctions politiques ou à des fonctions de cadre dans l'administration. Et nous faisons en sorte de mettre en avant justement les entreprises que nous accompagnons pour que ces jeunes puissent se dire que c'est également une voie possible. La deuxième chose, c'est de savoir justement qu'il y a une autre voie que celle de l'administration et que ces voies généralistes. Et ça, c'est possible grâce à des opérations de sensibilisation. Il faut aller à la rencontre de ces jeunes, il faut leur parler d'entrepreneuriat, pour faire en sorte que la culture entrepreneuriale puisse exister ici aux Comores. Et ça demande des actions concrètes qu'il faut faire auprès du public pour peu à peu transformer les mentalités et amener les gens vers cette démarche d'entreprendre.
Les structures sont régulièrement, peuvent être financées. Il existe des structures qui sont financées et même des programmes qui promeuvent la formation technique et professionnelle qui se succèdent ici dans le pays. Le constat selon lequel il faut réhabiliter la formation professionnelle, c'est un constat qui existe depuis longtemps et de se sont emparés notamment les partenaires techniques et financiers qui travaillent avec l'Union des Comores. Mais c'est aussi le rôle du secteur privé de venir financer ce type d'initiative, et c'est au rôle du secteur privé d'investir, on dit souvent dans les infrastructures, et d'investir dans l'éducation, d'investir dans les secteurs sociaux pour pouvoir après disposer justement des moyens qui permettront après à d'autres types de projets de se développer. Donc on fait un appel au secteur privé, qu'il soit national ou international, pour venir s'intéresser à ces instituts de formation, voire peut-être en créer d'autres. Et le plan Comores émergent, qui est le plan que nous appliquons actuellement pour attirer des investissements, fait une promotion de ces secteurs sociaux tels que l'éducation, tels que la formation, afin que les investisseurs viennent s'intéresser à ces secteurs pour qu'ils puissent former la main-d'œuvre de demain. C'est une question qui est extrêmement large. Les spécialistes du secteur vous diront que c'est le prix du risque et qu'ils peinent à pouvoir aller en dessous de ces taux parce qu'on prend en compte certains paramètres, dont des impayés de crédit qui existent dans le pays. Ce que je voudrais dire, c'est que la question du financement elle est centrale et que sans financement, on ne peut pas développer des activités et que il faut certes réformer le système bancaire traditionnel, mais j'ai envie davantage de mettre l'accent sur l'importance de développer la finance non conventionnelle. Nous avons des projets très intéressants ici qui existent, qui ont vu le jour et qui sont en train d'éclore en matière de finances participatives. C'est des solutions qui se présentent à nos créateurs d'entreprises pour pouvoir financer leurs activités. Il y a le capital investissement qui consiste pour des entreprises d'entrer dans le capital ou d'acquérir des participations dans des jeunes sociétés. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut développer ici aux Comores pour qu'il y ait d'autres solutions pour pouvoir financer les entreprises. Et enfin, il y a des structures qui s'intéressent à l'entrepreneuriat de plus en plus, des structures institutionnelles, des bailleurs internationaux qui viennent avec des projets. Je pense à la Banque islamique qui permet, à travers la Mecque Moroni, à des jeunes de développer des projets dans le secteur de l'agriculture, pour ne citer que cela. Donc il faut rester à l'écoute et s'informer des opportunités qui existent en matière de financement. Et ces opportunités existent pour pouvoir justement encourager les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs à entreprendre, à mener des activités entrepreneuriales. Je pense que cette étude date d'il y a plusieurs années. Et donc il y avait un historique à cette étude, c'est que cette étude avait été réalisée pour pouvoir justement réformer la justice. Il y a eu tout un vaste programme qui a été mis en œuvre depuis, justement avec l'appui de la Banque mondiale, auquel l'ANPI a participé activement. Et aujourd'hui, on a quand même avancé. Des réformes ont été adoptées. Et on a mis en place, on a installé dernièrement, il y a quelques mois maintenant, les tribunaux de commerce et qui permettent d'avoir une justice sur mesure justement pour le secteur économique. Une justice qui est rendue par des juges professionnels qui ont à leur côté des juges issus du secteur privé, donc on appelle des juges consulaires, et avec justement une formule qui permet d'avoir une décision rendue en un temps réduit, et tout en bénéficiant de l'expertise de personnes qui sont aguerries à ces questions commerciales. Alors le bilan, je ne sais pas parce que nous n'avons pas créé d'incubateur ici au sein de l'ANPI et puis c'est pas nécessairement notre rôle. D'autres le font et le font très bien. Je pense notamment à l'Union des chambres de commerce qui ont mis en place cet outil. Je pense aussi à des acteurs privés qui le font. C'est une bonne chose. Il faut que ça continue à se faire parce qu'il y a un constat qui est là et qui nous montre que les gens qui créent des entreprises manquent de professionnalisation. Et il faut qu'ils apprennent à devenir des entrepreneurs professionnels, si je puis dire, avec des compétences dans les domaines de la gestion d'entreprise, dans les domaines de la comptabilité, dans les domaines de la gestion des ressources humaines, et ainsi de suite.
Et c'est important qu'ils soient accompagnés également pour aller vers le financement, pouvoir réaliser des études qui soient bancables et qui leur permettent d'accéder au financement auquel ils n'accéderaient pas sans ça. Donc c'est une bonne chose que ça existe, c'est une bonne chose que ça se multiplie, ça montre qu'il y a une demande et ça montre que justement cette culture entrepreneuriale dont on parlait est en train petit à petit de faire son nid et d'apparaître. Et donc ce sont des choses à encourager. Alors sur la création d'emplois, c'est la finalité de tout ce que nous faisons ici. Les investissements que nous encourageons, nous cherchons à encourager des investissements à impact sur l'emploi. Nous parlions des services que nous proposions. Un des services phares, si je puis dire, que nous proposons ici, ce sont les agréments que nous octroyons aux entreprises. Donc il est important de savoir que la condition, ou en tout cas l'une des conditions pour pouvoir obtenir un agrément, c'est de créer au minimum 5 emplois. Et lorsque la société propose son projet ou présente son projet, elle s'engage à créer un nombre minimum d'emplois. Et si on doit citer des chiffres sur les dernières données disponibles sur l'année 2019, grâce aux entreprises qui ont été agréées, on a pu créer 493 emplois donc à travers l'action de l'ANPI. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. S'agissant des grandes entreprises, des entreprises multinationales que nous attirons ici, systématiquement, lorsque l'on conclut des accords avec ces entreprises-là, on introduit des clauses par lesquelles ces entreprises s'engagent également non seulement à créer des emplois, mais également à créer un certain nombre, un certain pourcentage d'emplois locaux et de transférer des compétences vers les Comoriens pour que justement les ressources humaines nationales puissent acquérir de nouvelles compétences. Le secteur de l'agriculture, c'est le secteur phare que toutes les stratégies en place et en vigueur ici aux Comores promeuvent et encouragent et souhaitent développer. C'est le secteur clé qui nous permettra de relancer, de transformer notre économie plutôt. Alors, pour encourager ces investissements dans le secteur de l'agriculture, je l'ai dit, certains financements sont dédiés exclusivement à ces secteurs pour orienter l'investissement dans ces secteurs-là. Il y a aussi un gros enjeu dans ce secteur de formalisation, parce qu'il faut savoir que c'est le secteur qui emploie le plus ici aux Comores, mais en termes de création d'entreprises formelles, c'est l'un des secteurs les moins représentés. Donc le gros enjeu dans ce secteur-là, c'est la formalisation premièrement, et deuxièmement, la modernisation, et ça, il y a un besoin d'accompagnement. Donc il existe des stratégies que nous mettons en œuvre pour développer ce secteur. Alors des facilités, oui, des facilités, j'ai envie de dire, pour l'industrie en général. Ici aux Comores, on est en train de mettre en œuvre, d'ailleurs actuellement toujours en vigueur, une stratégie d'industrialisation qui est basée sur la transformation des produits locaux et dont on espère qu'elle sera couronnée de succès, qu'on aura des résultats concrets. Dans le domaine de la parfumerie, il existe des choses, je pense à Anjouan où il y a une industrie de la parfumerie. Ici, il y a une industrie aussi en Grande Comore de la transformation des huiles essentielles. Dans toutes les îles, les fleurs justement sont cueillies, sont transformées et sont exportées. Maintenant, il y a un vrai défi en matière de valeur ajoutée pour pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée sur ces produits-là. Et donc de la même manière, il faut promouvoir vraiment ces activités auprès des entrepreneurs, qu'on puisse avoir des réelles chaînes de valeur, et ça fait partie des choses qu'on s'évertue à mettre en œuvre pour pouvoir constituer de vraies filières dans ces domaines-là et voir apparaître de vraies entreprises. Et ça se fait avec les opérations de promotion qu'on mène sur le terrain, avec justement le travail avec les entrepreneurs, et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour l'industrie pharmaceutique, nous n'avons pas connaissance pour l'instant qu'il y ait un tel projet qui soit en voie, mais bien évidemment que ce serait quelque chose de salutaire pour le pays. Alors, la diaspora, c'est une cible privilégiée, parce que la diaspora
On n'a pas besoin de convaincre la diaspora de venir investir aux Comores, on n'a pas besoin de convaincre la diaspora des atouts des Comores, il y a un affect de la part de la diaspora et souvent on sait que cette diaspora, si elle devait investir à l'étranger, elle choisirait les Comores parce que c'est leur pays, parce que c'est leur terre et ça c'est une chose sur laquelle il faut capitaliser. On sait qu'il y a dans la diaspora de la matière grise alors qu'on déplore souvent ici un problème de ressources humaines et donc finalement ces Comoriens qui sont partis et qui ont fui, eh bien, il faudrait qu'ils puissent revenir et rendre finalement aux Comores ce que les Comores leur ont donné, donc leurs origines. Alors oui, il y a des politiques d'attraction de la diaspora, toutes les facilités dont on a parlé et qu'on propose aux investisseurs, eh bien, on les propose de manière privilégiée à la diaspora. Il y a un projet de mettre en place un guichet unique dédié pour la diaspora et on espère qu'on pourra le faire très vite. On parlait tout à l'heure des digitalisations et donc dans cette démarche de digitalisation, on espère également mettre en œuvre une plateforme numérique à destination de la diaspora où la diaspora pourra recueillir toutes les informations utiles pour qu'ils puissent aboutir à leur démarche, pour que ça puisse éclairer leur démarche d'investissement. Je parle des investissements parce que c'est mon sujet, mais en tout cas pour leur démarche d'investissement ici en Comores. Alors les secteurs ils sont bien définis, les secteurs prioritaires. Hein. Je reviens à ce document, le plan Comores émergent, qui est notre plan d'action sur les 10 prochaines années pour accéder à une croissance soutenue. Donc il y a 5 secteurs principaux qui sont promus, qui sont les secteurs de l'agriculture, les secteurs du tourisme et de l'artisanat, l'économie bleue, les niches industrielles et les services logistiques et financiers. Donc l'on sait que ce sont sur ces 5 socles que doit reposer la croissance accélérée de notre pays. Et donc on invite tout investisseur, tout potentiel investisseur, tout porteur de projet, tout prétendant investisseur à venir s'intéresser à ces secteurs pour participer à cette aventure de contribuer au développement et au décollage de notre pays. Alors il faut savoir que la politique d'investissement en vigueur actuellement aux Comores, c'est une politique qui met à un même niveau et dans une situation d'égalité les étrangers et les Comoriens. Cette politique qui est concrétisée dans le cadre du Code des investissements en vigueur depuis 2007, elle avait vocation à ouvrir massivement le pays parce qu'il y avait un constat qu'on avait besoin d'investissements dans tous les secteurs confondus. On va aller certainement vers une restriction et cibler davantage des investissements dans des secteurs stratégiques et prioritaires lors de la réforme du Code des investissements à laquelle on est en train de travailler actuellement. Mais la réalité actuelle, c'est celle-ci. Donc il est vrai que les investisseurs étrangers ont la possibilité, dans tous les secteurs, de venir s'établir aux Comores, sous réserve, bien sûr, qu'ils satisfassent aux conditions d'entrée et de séjour dans le pays. Donc, est-ce que ça ne tue pas l'emploi aux Comores ? Non, ça ne tue pas l'emploi aux Comores parce qu'ils viennent pour créer une activité économique, ils viennent pour créer de la richesse, ils viennent eux aussi créer des emplois et ça doit pousser les entrepreneurs comoriens à jouer ce jeu-là de la concurrence face aux étrangers. Maintenant, il est vrai qu'il y a certains secteurs qui sont plus sensibles et plus stratégiques et dans ces secteurs-là, il existe plus ou moins des restrictions à l'entrée des étrangers ou tout du moins des exigences pour ces étrangers de s'associer avec des Comoriens. Je pense par exemple aux télécommunications. Et de manière générale, c'est vrai qu'il y a actuellement une politique de porte ouverte aux entrepreneurs venant de l'étranger. S'il faut en choisir peut-être pas un mot mais un message pour le coup, donc ce que je dirais c'est qu'il faut que les Comoriens reprennent leur destin en main et justement il n'y aura pas d'investissement étranger s'il n'y a pas d'investissement local. Les étrangers ne croiront pas en notre pays si nous n'y croyons pas nous-mêmes. Je fais un appel ici à la diaspora dont on parlait. Il ne faut pas attendre que le pays aille bien pour venir, il faut venir pour participer à ce que le pays change, il faut être acteur de ce changement. Donc c'est un appel et une invitation à tous prendre part à ce projet de faire décoller les Comores.